Bienvenue, mesdames, messieurs. Des déboires, les consommateurs de produits GSM au Bénin ne les comptent plus. À peine un cas d'abus dénoncé, réglé, en voilà un autre qui pointe le nez. Juste le temps pour les consommateurs de digérer un tant soit peu le mécontentement. C'est du moins le constat que rapportent nombre d'observateurs. Le phénomène est presque cyclique. Aux plaintes récurrentes, des tests de loi conséquents pour mettre le consommateur à l'abri de toutes sortes d'abus. Mais visiblement, il en faudra bien plus. La récente taxe à polémique de 5% sur les frais de retrait et transfert mobile money décrété par le réseau de téléphonie mobile MTN apparaît aux yeux de plus d'un comme un exemple patent. Taxe sur Momo, la protection du droit des consommateurs à repenser, c'est le thème en débat et des éléments d'analyse tout de suite maintenant avec un juriste qui a accepté être des nôtres. À nos côtés, Landry Angelo Adelakou, il n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Juriste, il est consultant en droit humain. Landry Adelakou, bonjour à vous. Bonjour cher Joël, bonjour cher téléspectateurs de Ideal Web TV. Merci pour la disponibilité. Un thème d'ordre technique, le sujet devient préoccupant dans un environnement où tout se fait pour que le consommateur n'ait plus à se plaindre. Mais cela semble ressembler encore à certains au concept de liberté. Alors, la question de la protection des droits de consommateur renvoie à quel principe? Est-il si complexe à cerner pour que chaque fois on soit obligé de revenir sur une question comme celle-là? Oh non, je pense que la protection des droits des consommateurs n'est pas une question aussi complexe. C'est une question de tous les jours que tout le monde peut comprendre et que nous comprenons tous d'ailleurs. Et le reste, c'est que vous allez voir que c'est une question qui intervient et au même moment qu'interviennent les questions, je dirais, financières, donc les questions de bénéfices et autres. C'est ce qui fait un peu la complexité apparente du sujet. Sinon, en réalité, elle n'est pas complexe. Elle n'est pas complexe. Et quand on parle de la protection et des consommateurs, il faut faire référence d'abord aux consommateurs que l'on définit comme étant toute personne physique ou morale qui quand même achète ou s'offre d'acheter un bien, un service. Ça peut être une prestation de service, ça peut être un bien tel que nous le concevons et donc un bien, je dirais, fongible ou non fongible, ça peut être un bien matériel, donc les biens meubles, les biens immeubles et même les produits alimentaires et bien d'autres. Donc ce sont, et aussi il ne faut pas oublier les prestations électroniques, les prestations en ligne, par exemple ici nous sommes sur un plateau de télévision, n'est-ce pas, et donc ça aussi c'est un bien en ce sens que je ne sais pas comment est-ce que vous autres vous fonctionnez, mais il pourrait avoir un abonnement, vous voyez, un abonnement qui permettra aux gens de vous capter ou de vous suivre. Donc voilà un peu les services, tous ces services-là réunis font partie de ce que nous appelons la consommation. Et donc ce n'est pas seulement ce que l'on avale ou ce que l'on peut toucher du doigt qui est un bien, mais il y a aussi de ces biens-là tels que ce qui concerne les appels téléphoniques, la messagerie, et tout cela, donc les questions électroniques également. Et quand vous voyez cela défini donc comme bien que nous appelons consommation, et nous allons donc dire que celui-là même qui bénéficie de ces biens, c'est celui-là, c'est toute personne physique ou morale. Et donc toute personne, à partir du moment où vous vivez en société et vous êtes un acteur de la consommation, donc vous êtes un acteur de la société, vous participez donc à l'économie de la société et il faut donc pouvoir essayer d'encadrer, de réguler ce domaine. C'est pour cela que nous parlons de la protection et des droits du consommateur. Alors, consommateur et fournisseur de produits de consommation, il paraît qu'en principe, il doit y avoir rien, en tout cas pas d'animosité, mais le thème exact, pas la complexité, mais un peu plus d'intimité dans les relations, de rapprochement. Mais ce qu'on observe de plus en plus, ça ressemble à un rapport parfois de chien et de la souris, ou je t'aime moi non plus.
Oui, en réalité, il ne peut pas avoir de prestataire de services ou de vendeurs sans acheteur ou encore de personnes physiques ou morales qui en bénéficient. Ceci fait que l'acteur principal dans une question de consommation, c'est bien évidemment l'acheteur, donc c'est le client. Et vous savez qu'il y a un adage qui dit que le client est roi. C'est parce que l'on a compris que, en tant que société, l'on ne peut pas vivre sans le client, que l'on a dit que le client est roi. Et donc, ce qui devait exister entre ces deux acteurs, c'est une question de partenariat, c'est une question je dirais, de fraternité et donc de belle ambiance. En réalité, c'est cela. Mais au fond, puisque nous sommes sur une question purement commerciale, il arrive que l'un veuille trouver des intérêts et au détriment de l'autre. Et cela est normal parce que nous sommes des humains et que la nature humaine même veut que l'on puisse chercher et défendre ses intérêts. Et donc la défense des intérêts fait que les puissants et qui généralement se trouvent être les entreprises, surtout quand il s'agit de grosses boîtes, et sont toujours amenés à vouloir peut-être marcher sur les pieds et du faible qui se trouve être le consommateur. Et donc c'est vu de ce côté que je dirais par exemple qu'au Bénin, et nous avons quand même une loi qui porte protection des consommateurs. Et donc, vous voyez, au Bénin, on aurait pu avoir peut-être une loi qui serait intitulée loi sur la consommation ou bien loi des consommateurs, tout simplement. Mais on a bien spécifié en disant loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. C'est une loi de 2007. Et vous voyez un peu, c'est vous dire que l'idée, c'est qu'on a compris effectivement que oui, en réalité, on doit pouvoir considérer que c'est le consommateur qui fait la force de l'entreprise. Mais on a compris que puisque le consommateur est dans un besoin crucial, il peut arriver que l'entreprise qui sait qu'il y a quand même la demande puisse jouer sur la demande qu'il y a et peut-être malmener les consommateurs. Et vous verrez même que quand vous prenez cette loi, elle est dit clairement, je pense, dans ses premières dispositions autour des articles 2 ou 3, que les besoins physiques, physiologiques, spirituels, je dis bien spirituels, des individus, donc des personnes résidant au Bénin, faisant ou relevant de l'État et donc de la charge de l'État, le gouvernement a l'obligation de prendre des mesures adéquates pour les protéger. C'est pour vous dire que déjà le législateur de 2007 a compris que les questions de consommation, que ce soit, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, que ce soit physique, matériel, physiologique, tout ce que vous voulez, spirituel, même spirituel, on a compris que cela relevait de l'obligation de l'État. Et donc, il appartient à l'État de fournir ses besoins, donc de répondre à ces besoins de ses citoyens. Et par conséquent, il appartient à l'État de prendre toutes les mesures adéquates pour veiller à ce que les besoins de ses citoyens ne puissent pas être malmenés par un certain nombre d'acteurs qui se retrouvent être ceux-là même que l'on considère comme les grosses boîtes et donc ceux-là qui sont fournisseurs de services ou de prestations dont on a besoin pour se mettre à l'aise dans la société. Et c'est ce qui fait que nous avons cette loi qui quand même essaie de protéger les consommateurs. Une loi datant de 2007 que vous avez dit. Et on se rappelle que très récemment, pour revenir un peu au thème qui nous réunit aujourd'hui, ce type de consommateurs de produits GSM, ils en sont nombreux à broyer le noir depuis un certain nombre d'années. Quand un phénomène se produit, peu de temps après, c'est un autre. C'était le phénomène TASPA Memo, c'était les plaintes d'abonnés disant « Eh bien, j'ai mon téléphone bien allumé, mais on m'appelle, je ne suis pas joignable, je ne comprends pas. » Ou j'appelle, le temps que l'autre décroche, mon crédit s'en va. Des plaintes sur plaintes, une législation qui fait la part belle aux consommateurs. Mais comment explique-t-on que chaque fois, ces plaintes reviennent et semblent se ressembler? Je pense que déjà, je voudrais faire une nuance pour dire que la question de TASPA Memo en 2018, c'est... Un peu plus le gouvernement. Oh, voilà, vous avez compris là où j'allais. Donc, oui. C'est pour vous dire que notre État même avait déjà montré, je dirais, peut-être la droite ligne aux grosses boîtes et aux multinationales que nous connaissons, c'est-à-dire les réseaux de téléphonie mobile et MTN et Move.
généralement, en tout cas, je pense que ce sont ces deux-là nous avons fondamentalement dans notre pays. Et donc, si en 2018, l'État même, par le biais d'un arrêté qui a fait polémique à l'époque et qu'on a dû retirer, et puis après, on est revenu avec un nouvel arrêté pour fisser d'une façon ou d'une autre encore ce qu'on n'aurait pas dû fisser, je le pense. Et donc, on peut se dire que l'État même avait déjà montré qu'il y a la manne financière quelque part où, sur laquelle on peut faire des prélèvements. Bon, je parle ainsi, c'est ce que je comprends, c'est ma compréhension à moi de ce qui s'est passé en 2018 et qui a soulevé tous les citoyens béninois, indépendamment des opinions ou des appartenances politiques, religieuses et philosophiques. Malheureusement, notre État a cru devoir maintenir, en tout cas, le nouvel arrêté, ce qui fait que depuis 2018, nous subissons, nous sommes dedans, et ce qui fait que le Bénin, par exemple, en ce qui concerne les opportunités qui nous sont offertes par les opérateurs GSM, nous ne sommes pas très bien lotis quand on compare à certains pays de l'Afrique ou de la sous-région carrément. Vous voyez, ce qui fait que la connexion Internet... Pas bien loti en termes de qualité du produit ou en termes de coût de consommation. Je voudrais d'abord parler du coût de consommation et après je vais parler de la qualité. Coût de consommation en ce sens que vous faites une enquête, vous prenez des pays comme le Sénégal et puis bien d'autres pays, vous allez voir que la connexion Internet est moins chère chez eux que chez nous. Vous voyez, alors que quand vous prenez même les indices de développement et autres, je ne voudrais pas rabaisser notre pays, le Bénin, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais je pense qu'on sait quel pays, en termes de cherté de la vie, est devant un autre pays. Mais il se fait que c'est un pays comme le nôtre qui se permet d'être cher du point de vue des questions de connexion Internet, d'appels téléphoniques et autres. Et quand on prend la qualité, je pense que la qualité également est à revoir. Et aujourd'hui, lorsque vous souscrivez en tant que consommateur à un service de ces différents opérateurs GSM, je suis certain que si vous voulez vraiment dire la vérité, vous n'allez pas me dire que vous avez la satisfaction que vous attendiez quand vous étiez en train de souscrire à cette offre-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment assez d'efforts à faire et c'est à ajouter à ce que vous dites dès l'entame et à votre préoccupation, c'est qu'on se rend compte que la situation de quasi-monopole qui existe entre deux opérateurs de téléphonie mobile semble encourager c'est quelques éléments qui ne sont pas à souhaiter que nous constatons. Et quand vous constatez que nous avons le réseau de téléphonie mobile Move, nous avons MTN qui quand même rafle la part belle sur la scène nationale. Et ces deux, entre eux, c'est comme s'il y a souvent ce jeu qu'on appelle entente. Quand il y a à peine deux ou trois acteurs dans le même secteur sur le marché, c'est ce qui arrive souvent. Donc, c'est des situations d'entente qui peuvent arriver et ces situations préjudicient le consommateur. Vous voyez? Parce que quand MTN dit voilà ce que vous offre, et que de l'autre côté, il n'y a pas une autre offre, ou bien que l'offre de Move également semble s'aligner, ou bien il n'y a pas une grande différence. Vous êtes obligé parce que vous devez vous connecter, vous devez appeler, vous devez avoir un numéro, vous devez être joignable, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas assez de possibilités. Et donc, face à au caractère restrictif des possibilités que vous avez sur le marché, et vous êtes obligé d'aller vers l'un ou vers l'autre. Et ce qui fait que les deux peuvent banalement vous malmener. Et quand on revient à ce qu'il y a eu, par exemple, des prélèvements qu'il y a eu quelques années par rapport à MTN surtout, et vous vous réveillez un matin et que vous apprenez qu'MTN dit que oui, il y a eu des montants qui ont été indûment envoyés aux abonnés et que lui, alors, il fait un prélèvement, donc il reprend ce qu'il a certainement envoyé aux jeunes. Et vous vous rendez compte que, mais généralement, il y a eu des gens qui n'ont rien reçu, mais qui ont été prélevés. Il y a eu des grouilles, tout le monde a crié, on a essayé de crier. Bon, après, c'est passé telle une lettre à la poste. Et donc, deuxième élément, et après, vous êtes là, vous voyez que la qualité même du service, comme on l'a dit, ne répond pas. Vous avez des gens qui, par exemple, ont un contact, ils ont un numéro. Ils sont là, ils n'ont pas éteint leur téléphone, ils n'ont pas mis en mode avion, ils n'ont rien fait, c'est là. La connexion, vous voyez que le réseau, voilà, le signalement, le réseau est bien rempli sur le téléphone. Mais on vous dit qu'à telle heure, vous a appelé, ça n'a pas marché, ou bien on appelle quelqu'un à côté de vous pour vous dire, ben voilà, monsieur, ou bien cher ami, on vous a appelé, ça n'a pas pris. Ben vous dites, ben, votre téléphone est ouvert. Donc, quel est ce service auquel on souscrit et qu'en retour, on n'a pas satisfaction? Ça préjudicie le consommateur. Et ça, ce n'est pas ce que disent les textes de la République. Et lorsque nous quittons la qualité même peut-être de l'appel, vous allez au niveau de la connexion Internet.
Vous vous rendez compte que vous pouvez être là sans savoir même ce que vous avez fait parce que la connexion est là, balancée. Et au finish, vous recevez un message que vous êtes déjà à 95% de votre consommation Internet ou carrément vous êtes à la fin. Ou carrément, vous vous rendez compte que vous n'avez même pas pu utiliser. Donc, ce sont des éléments, ce sont des détails sur lesquels on aurait pu jouer si, en réalité, et je pense que ceux qui nous gouvernent, les différentes institutions qui ont été mises en place, les différents organes, jouent convenablement leur rôle. On aurait pu quand même interpeller ces différents, ces différents organes de téléphonie mobile, des organismes de téléphonie mobile, pour leur demander d'essayer de voir la qualité de ce qui se fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un effort qui se fait dans le pays en ce qui concerne les organes qui sont mis en place par l'État béninois pour que les multinationales puissent cesser de malmener les concitoyens. Mais je constate avec, en tout cas, la majorité des citoyens béninois et que nous n'avons pas satisfaction par rapport aux services auxquels nous souscrivons. Et je constate que l'on a l'impression que ces multinationales règnent un maître dans notre pays, ce qui ne devait pas être le cas parce qu'il faut quand même respecter. Et il faut respecter les consommateurs qui, quand même, font que les multinationales continuent de tenir, même s'ils nous offrent des services, c'est en contrepartie de quelque chose. Peut-on parler effectivement de manque de respect quand on voit la façon dont ça se passe? On revient sur le sujet à polémique qui a commencé par trouver de solutions, les 5% prélevés au moment des retraits ou au moment du dépôt. Alors, pour ces 5%, la société en question a quand même averti qu'il y aura un prélèvement de 5%, bien 2 jours avant la phase opérationnelle. Il n'y a pas eu de réaction outre mesure que celle de consommateurs pris isolément. On a observé sur les réseaux sociaux des gestes de mécontentement. Et puis, on est passé à la phase opérationnelle. Et la journée a été, comme beaucoup l'ont observé, une journée de furie sur les réseaux sociaux. C'est allé dans tous les sens avec des mots qu'on ne va pas rappeler par ici. Et puis cette rencontre annoncée entre le ministre des Finances, l'autorité et puis les responsables au niveau de la société concernée. La société a présenté ses excuses et ensuite a pris l'engagement de restituer ce qui aurait été prélevé, ce qui aussi a été fait. Il faut le souligner. Mais quand on prend cette scène, on se demande quand même comment a-t-on pu arriver à ce résultat-là. Il y a quand même une annonce qui a été faite, tout le monde est informé, et ensuite on est passé à l'acte, et après, des scènes d'indignation, le tollé qui a suivi, et après, on rapporte la décision. Où est-ce que le problème s'est vraiment posé pour qu'on en soit arrivé là? Si c'est pour rapporter, on aurait pu ne jamais prendre une telle décision. Je pense qu'après avoir suivi cette scène, je relève 2 éléments, où je dirais à 2 endroits on peut relever, on peut voir que le problème se situe à 2 endroits. Et d'abord, l'opérateur de téléphonie mobile MTN, effectivement, a communiqué à travers surtout sa page Facebook, donc via les réseaux sociaux. C'est là où moi j'ai eu l'information, par exemple, et disant que demain, il y aura un prélèvement de 5%. Et vous allez voir que même les SMS qui ont été envoyés, il semble que certains l'ont eu un jour avant. Moi, je l'ai eu le jour même du prélèvement. Ce qui veut dire que si je n'étais pas sur les réseaux sociaux, je ne l'aurais pas eu et que j'aurais fait une opération et j'aurais constaté qu'il y a eu un prélèvement. Donc, vous voulez dire qu'on aurait pu choisir d'autres canaux? Non, je fais juste remarquer que c'est peut-être un dysfonctionnement à leur niveau, parce que si nous sommes sur le même réseau MTN et que des gens ont reçu SMS leur disant que dès demain, il y aura un prélèvement, et que je n'ai pas reçu, et que c'est le jour du prélèvement, je reçois ce message. Et donc, imaginez si je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je dis. Mais je les félicite en tout cas d'avoir essayé d'utiliser tous les canaux possibles pour nous informer. Vous voyez, ce qui fait que quand vous n'avez pas le message, vous avez quand même ça au moins sur et les réseaux sociaux, c'est déjà un atout. Donc, moi, je les remercie pour ça. Mais je constate qu'il y a certainement un dysfonctionnement à ce niveau. Maintenant, pour revenir aux 2 éléments. Les 2 éléments, je pense que d'abord, on doit trouver qu'au niveau de MTN se pose un problème. Un véritable problème, et je pense qu'on ne présume pas de la mauvaise foi des gens. C'est ce qu'on nous a enseigné. Donc, on présume toujours de la bonne foi des gens. Je voudrais donc ne pas présumer de la mauvaise foi des dirigeants de MTN. Sinon, j'aurais dit autre chose. Donc, je présume qu'ils sont de bonne foi et donc ils ont agi de bonne foi. Et puisqu'ils ont agi de bonne foi, je pense que
au niveau de leur cellule juridique ou la direction du contentieux, tout ce qu'ils veulent, je suis certain qu'ils ont une cellule juridique parce que vous ne pouvez pas être une grosse boîte et ne pas avoir de ces services-là. Vous voyez? Et donc, je ne comprends pas comment est-ce que l'interprétation des lois a été faite pour qu'on en arrive à conclure que les 5% qui leur a été exigés par la loi des finances devaient être prélevés sur les opérations que nous réalisons et non être prélevés sur ce que les autres y prennent. Parce que c'est ce que vous allez voir. La compréhension de MTN, c'est que oui, effectivement, il y a 1%, ça c'est vrai, il y a cette taxe-là qui est instituée par l'État béninois. Donc MTN estime que c'est sur les opérations que ces consommateurs, dont ces abonnés font, qu'il doit l'appliquer, alors qu'on lui demande, selon ce que nous avons compris, que cela soit appliqué sur ce qu'il a l'habitude de prélever. Donc, a priori, les consommateurs n'ont pas à subir les effets des 5%. C'est ça la compréhension. Et donc, je me demande, quelle est la compréhension qui a été obtenue, qui a été mise sur la table au niveau des services de l'opérateur de téléphonie GSM MTN. Donc, j'estime que si les 5% tels qu'appliqués nous ont été appliqués de bonne foi, alors il y a dysfonctionnement au niveau des services de MTN. Mais j'ai aussi le défaut de ne pas croire que des gens soient à ce niveau de responsabilité et n'aient pas la meilleure compréhension des tests. Cela va me mener à dire que MTN l'a certainement fait sciemment. Vous voyez, donc je présume de leur bonne foi, mais au même moment, je ne peux pas comprendre que des gens du service juridique puissent donner des interprétations, donc faire des fiches qui ne collent pas aux dispositions des tests de la République à leur patron, à leur supérieur, pour prendre maintenant une telle décision de grande ampleur. Donc, je ne crois pas. Je pense que des gens qui sont à ce niveau de service, qui constituent donc la force de MTN à ce département et de sa société, sont des gens qui vraiment ont l'expertise nécessaire, ont tout le parcours, tout le bagage, toute l'expérience nécessaire pour faire de bonnes fiches, pour avoir de meilleures compréhensions. Alors, il faut alors se demander pourquoi est-ce que MTN a décidé d'agir ainsi. Là, je n'ai pas la réponse. Le second élément où je dis qu'il peut y avoir de problèmes, c'est au niveau de l'État béninois. C'est au niveau de l'État béninois parce que nous avons quand même des structures qui sont chargées de veiller à l'effectivité des droits des consommateurs. Et si, vous l'avez rappelé, même si c'est 24 heures avant, MTN a eu la présence d'esprit, je dirais, l'honnêteté de nous informer, d'informer ses abonnés qu'il y aurait dès demain un prélèvement de 5% sur les opérations de transfert ou de retrait qu'ils auraient à réaliser dans un État comme le nôtre. Je ne voudrais pas croire que les autorités compétentes, et donc les différents ministres, n'ont pas vu l'information circuler. Encore qu'eux aussi sont des consommateurs de MTN et de Move et autres. Nous sommes tous des consommateurs jusqu'au président de la République. Donc, nous sommes tous des consommateurs, nous sommes censés avoir reçu des SMS, nous sommes censés avoir vu sur les réseaux sociaux. Et si eux autres, dirigeants à divers niveaux, n'étaient même pas des consommateurs, l'État béninois a des services qui sont chargés de veiller à ce qui se passe dans le pays. Il ne s'agit pas seulement de, de prendre les gens sans filature ou de voir qui va là-bas, qui fait quoi, ou bien d'aller vérifier sur les comptes bancaires des uns et des autres. Non, il ne s'agit pas seulement de limiter le renseignement à ce niveau. Le renseignement, c'est de savoir que ce matin, le prix du gari a pris 25 francs de plus. Les renseignements, c'est de savoir que la SONEB enlève les compteurs des gens quand il y a ci, quand il y a cela. Les renseignements, c'est de savoir que même pour les recharges de la SBE, il y a des dysfonctionnements par moment. C'est ça les renseignements. Donc, je ne comprends pas que les renseignements soient limités seulement à traquer les acteurs politiques de l'opposition ou de la mouvance ou les acteurs de la société civile. Non, je ne pense pas. Et donc, je ne peux pas comprendre que 24 heures, ça dit que la décision est prise 24 heures et qu'on est allé à la mise en œuvre de la décision avant que nos autorités ne prennent, je dirais, les taureaux par les cornes pour rencontrer et échanger avec les responsables de ces différentes sociétés de GSM pour leur faire comprendre qu'ils ont, dans ces responsables, qu'ils ont une compréhension erronée
de la disposition instaurant la taxe de 5%. Et donc, je ne peux pas comprendre que nos autorités ne puissent même pas agir par une mesure suspensive de la décision pour dire attention, nous venons de voir telle chose circuler. Nous venons d'avoir copie de tel communiqué ou de telle décision. Mais on a laissé couler. Et c'est vrai, l'autorité a son temps pour agir. Ça, c'est vrai. Je reconnais que l'autorité a son temps pour agir. Mais ça, face à la gravité de cet effet, je pense que l'autorité doit pouvoir agir rapidement. Et ça, je le dis, c'est comme ce que nous avons l'habitude de dire depuis des années à ceux qui nous gouvernent. Nous sommes en train de les aider à comprendre les cris de cœur de nos compatriotes, à comprendre que le peuple dont ils ont reçu mandat est en train de souffrir, à comprendre qu'il y a de ces gouttes qui véritablement peuvent faire déborder la vase jusqu'à une hauteur qu'on n'aurait pas souhaité. Nous avons vu dans des pays l'augmentation, la légère augmentation, je veux préciser, la légère augmentation du prix du pain a fait partie des gens du pouvoir. Je sais que vous l'avez vu avec moi. Nous l'avons vu. C'est sous les tropiques, c'est sur ce continent même, c'est en Afrique, ce n'est pas loin de chez nous. On a vu de consommateurs. Donc vous voyez comment est-ce que quand on s'amuse avec les pouvoirs du consommateur, un pouvoir qui déjà même était déjà érodé par l'absence d'emploi, les difficultés, la cherté de la vie et le manque de politique sociale. Conséquente, parce qu'il y en a. Il y en a, oui, je dis il y en a, mais conséquente, ça. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, il ne faut pas. Nos autorités, il faut le dire, sont en train de faire des efforts considérables pour que chacun de nous puisse avoir le minimum. Ça, c'est vrai. Mais il se fait que, à la réalité des faits, les mesures qui sont en train d'être prises depuis des années, même avant 2016, ne sont pas en train d'arriver à la hauteur de nos attentes et de nos problèmes, de nos difficultés quotidiennes. Lorsque vous prenez par exemple un pays où on a pris une loi sur le bail à habitation domestique, et qu'il y a eu un moment, on a dit on va mettre en place après un comité national pour évaluer en fonction des situations géographiques et tout, pour voir comment est-ce qu'on peut fixer. Et qu'on n'a jamais rien fait, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quelqu'un qui est à un SMIC qu'on dit qu'on est en train de projeter, vouloir augmenter, en tout cas vouloir élever, et donc qui est confronté à cela, qui a du mal à vivre, qui naturellement est frustré, et dont les enfants ou le mari, la femme ou quoi n'ont pas de perspective, n'ont pas d'emploi ou n'ont pas de politique qui puisse les accompagner à l'entrepreneuriat tant chanté par certains, même si eux aussi n'ont jamais rien entrepris dans le pays. Donc, celui-là, il est frustré, il est tranquille. Et vous ajoutez ces frustrations aux frustrations des acteurs politiques ou bien même du citoyen béninois qui n'appartient même pas à l'opposition ou qui estime même qu'il ne se mêle même pas de la politique, mais qui est naturellement frustré parce qu'il se rend compte que le pays dans lequel il vivait a dangereusement changé. Ou parce qu'il se rend compte que mais tout est devenu difficile ou il a la perception de ce que c'est seulement une aristocratie qui est en train de gouverner depuis des années. Donc, il a la perception selon laquelle c'est seulement un conglomérat, quelques personnes qui se sont réunies à la tête du pays et qui font la promotion des leurs, et donc, eux, ils sont au-dessus. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le peuple béninois, aujourd'hui, a l'impression que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il vit comme difficulté, ne touche pas le chef de l'État. Vous savez pourquoi je vous le dis? Sortie justement par rapport à ce dossier, vous l'avez quand même souligné, mais je reviens là-dessus. Cette promptitude, ce n'était pas gagné d'avance. Je ne sais pas. Plus d'un Béninois ont dit on ne s'attendait pas à ce qu'on revienne sur cette décision. Ça a été fait. Rencontre, vous l'avez signifié, de l'autorité avec les responsables au niveau de la société en question. N'est-ce pas une démarche de clairvoyance pour éviter surtout que la goutte d'eau n'en arrive pas à déborder le vase? Ah oui, je pense que c'est une démarche à saluer. Il faut la saluer, même si, comme je l'ai dit, on aurait pu anticiper parce qu'on a vu circuler. Mais non, on ne l'a pas fait. J'estime que, de bonne foi, que c'est parce que l'autorité a tout son temps pour prendre les décisions idoines, que l'autorité a pris son temps avant d'aller à la rencontre. Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est la finalité. C'est qu'on doit pouvoir remercier ceux-là qui, quand même, nous gouvernent, qui ont eu la lucidité, effectivement, de ne pas laisser trop perdurer cette situation et qui ont été rapidement le feu. Vous savez,
vu la situation du pays depuis des années, vu la cherté de la vie, qui effectivement frappe pas seulement le Bénin, mais presque tous les pays du monde, en tout cas principalement les pays de l'Afrique, si l'autorité n'avait pas agi, je ne sais pas quelle serait la situation dans laquelle nous serions. Je ne sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Vous savez, le politique est intelligent. Le politique fait partie des personnes les plus intelligentes du pays. Parce que le politique, il sait analyser les comportements des acteurs. Le politique, entendu, le gestionnaire de la chose publique? Oui, vous voyez, je ne parle pas de la cité. De la cité, de la chose publique. Donc de la civitas, comme on dit, de la res publica. Et donc de la chose publique, la res publica. Donc ceux-là qui ont le pouvoir de nous gouverner, de veiller à la satisfaction de l'intérêt général, savent. Ils savent, ils ont vu en Tunisie, sous Ben Ali. Ils ont vu avec le président Robert Mugabe au Zimbabwe. Ils ont vu un peu partout en Afrique. Ils savent. Ils savent que les frustrations, quand les frustrations sont accumulées, c'est juste un fait banal qui finit par faire que vous n'aurez plus de contrôle. Si l'autorité n'avait pas vite agi, je dis encore, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais si on se retrouvait dans une situation des pays comme le Zimbabwe ou de la Tunisie... C'est l'intérêt de l'exercice que nous faisons, justement. Oui. L'autorité est sortie, vous le soulignez, c'est heureux. Et on espère qu'on aura plus de spontanéité dans les actes et faits. Alors, parlant d'autorité, est-ce que la responsabilité est seulement à ce seul niveau, parlant de la situation que vivent les consommateurs aujourd'hui, même par rapport à ce produit? Je vais aller un peu plus loin. Quelle pourrait être la part de responsabilité d'associations de consommateurs et ensuite des consommateurs eux-mêmes? Oui, je vais répondre à cette question, mais je voudrais faire remarquer que si nous étions dans des pays où effectivement la satisfaction de l'intérêt général préoccupe ceux-là qui nous gouvernent, et que ce n'est pas les questions de promotion, donc les questions personnelles, d'intérêt personnel qui intéressent les gens, nous n'avons même pas besoin d'associations de consommateurs. Nous avons élaboré une loi. Nous disons, voici la loi. Voici ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut appliquer la loi. Vous avez l'impression qu'elle n'est pas souvent appliquée? Et pour appliquer la loi, nous avons l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, qui a entre autres obligations, donc responsabilité, mission, de veiller au respect des dispositions de la loi portant protection des consommateurs, de veiller au respect des dispositions qui portent, je dirais, à la sauvegarde de son cahier de charges. Et quand vous prenez également, nous n'allons pas parler seulement de la loi de 2007, il y a également le code du numérique qui a été adopté sous le régime, le président Patrice Talon. Donc le code du numérique qui a été revu tout récemment, vous le savez, également met à la charge de l'ARCEP, donc de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, l'obligation de veiller au respect des consommateurs, des droits des consommateurs. Et donc l'ARCEP, c'est son rôle, c'est le rôle de l'ARCEP de veiller. Donc on ne peut pas comprendre que cette autorité-là existe. Et quand on nous dit, la preuve, vous allez voir, quand on a voulu tasser les mots en 2018, j'ai dit, ça venait du gouvernement. Donc, l'ARCEP était la cheville ouvrière, n'est-ce pas? Vous avez vu? Et donc, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des exagérations de la part des opérateurs de téléphonie mobile. Et que l'ARCEP existe pour veiller à la satisfaction de l'intérêt général. Et donc, ARCEP, qui est un organe public, et qu'on constate ce qu'on constate. La conclusion, vous allez vous dire... Et là, certainement que l'on se trompe, je veux croire. Vous allez vous dire que c'est l'autorité qui est en charge de veiller à la régularité, au respect des cahiers de charges par les opérateurs de téléphonie mobile qui n'est pas en train de jouer son rôle. C'est sûr à quoi vous allez finir par vous rendre compte. Alors que peut-être que l'autorité essaie d'agir. Mais nous, on ne peut pas évaluer si l'autorité essaie d'agir à partir du moment où les textes de la République disent que tel organe de l'État doit veiller à la mise en œuvre et au respect de telles dispositions par les opérateurs. Et on se rend compte que les opérateurs ne sont pas en train de respecter les dispositions. La conclusion qui est simple, c'est qu'entre-temps,
l'autorité qui est chargée de veiller au respect de la parfait. Mais heureusement que finalement, le ministre, en tout cas l'exécutif, a pu le faire. Alors on va conclure aujourd'hui que l'autorité en charge a pu le faire. C'est parce qu'on est obligé de rapporter cette décision. Parlons des autres sphères de la consommation. Vous allez voir que la loi... En restant là où vous êtes arrivé, là, on va évoluer peut-être un peu là-dessus et apprécier. Est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés qui sont appelées à rendre de ces genres de services et qui sont de temps à autre décriées, mesurent l'ampleur vraiment de la mission qu'il a là vis-à-vis de la clientèle, en respect aussi des dispositions qui existent et qui est si peu poussée dans un environnement comme celui-ci où il y a quand même une documentation assez fournie en termes de répression et autres, hein, et que l'on assiste de temps à autre à ces, je vais dire, flottements. Je vais vous dire une réalité. Les multinationales sont trop puissantes. Ne dites pas, surtout face aux tests. Les multinationales... Vous savez, je suis par ailleurs certifié en justice fiscale. Et donc, j'ai eu la chance de travailler sur les questions de flux financiers illicites qui sortent du continent africain. Donc, les questions de paradis fiscaux et autres. Les multinationales, je ne veux pas indexer directement MTN ou Move, non. Merci. Mais de façon globale, oui, les multinationales sont trop puissantes. Ce n'est pas seulement au Bénin, même dans les pays les plus développés. Même les tests les plus structurés n'arrivent pas à leur résister. Je vous assure, monsieur le journaliste, ça, oui, c'est pour cela qu'il faut aussi peut-être comprendre. Les multinationales, surtout en Afrique, contrôlent nos gouvernements. C'est eux qui contrôlent les gouvernements en Afrique. Les multinationales sont dangereuses. Les multinationales contrôlent les gouvernements en Afrique. Et là aussi, il ne faut pas nuancer. Le Bénin est en train de faire une nouvelle expérience. Et c'est pour cela que je dis oui. Aujourd'hui, le Bénin a changé de main depuis 2016, par exemple. Avant 2016, c'est tellement qu'il y a des efforts qui se font. Et depuis 2016, il y a aussi des efforts qui se font. Ma compréhension, c'est que c'est progressivement. On ne peut pas du jour au lendemain, quand même le président Patrice Talon a décidé, effectivement, a conduit le Bénin vers l'émergence et tout, le développement et tout, et a fini avec certaines réalités qu'on connaissait. Mais du jour au lendemain, il ne peut pas. Lorsqu'on s'attaque, et là, je vous parle, c'est du sérieux. Lorsqu'on s'attaque aux intérêts des multinationales et que vous ne savez pas vous y prendre, votre régime va s'écrouler. Ça, c'est la réalité. Ça. Rien à faire. Rien à faire. Ça, je vous parle comme si on n'était pas sur un plateau de télévision. Lorsqu'on s'attaque de façon hasardeuse aux multinationales, votre régime va s'écrouler. C'est pareil, même en France. Il est question juste de leur dire, faites ce dont on est convenu. C'est pas toujours facile. Vous savez, moi ici, je vous parle des tests, ça c'est vrai, je vous parle et quand les gens vont nous suivre, ils vont croire que nous vivons dans la théorie. Non, nous ne sommes pas en train de vivre dans la théorie, mais nous avons des tests, il faut respecter les tests, c'est tout. Mais quand on s'attaque de façon hasardeuse aux multinationales, les régimes tombent. On peut se dire. Ça, on peut encore comprendre. S'attaquer, vous l'avez dit. Oui. Le verbe et son sens, on peut comprendre. On s'attaque à vous, vous défendez, même si vous n'êtes pas fort, vous vous défendez d'abord, avant de constater que votre vis-à-vis peut vous broyer. Mais là, un vis-à-vis, aussi puissant soit-il, qui enfreint à la loi. Une loi suffisamment tenue par quelqu'un de si fort. L'État, ce n'est pas rien. Ah oui, oui. Alors, comment ça peut se jouer? Oui, c'est cela je dis. Nous allons travailler à avoir des institutions fortes. Et je pense que peut-être que le travail est en train d'être fait au Bénin et peut-être partout ailleurs en Afrique pour que nous ayons des institutions réellement fortes. Si nous avons des institutions réellement fortes, je pense que progressivement, on peut arriver à faire face aux caprices des multinationales. La réalité au pays, et même ceux qui travaillent avec les multinationales vous le diront, on peut vous licencier, comme, même avant la loi sur l'embauche. Hein. On peut vous licencier comme on veut, vous donner les droits qu'on veut, et puis on vous dit, en vous regardant droit dans les yeux, d'aller faire le procès. C'est ça la réalité. Oui, on vous dit, je vous le dis, c'est au Bénin. Au Bénin, en Afrique, un peu partout, c'est comme ça. On vous dit. Parce que la relation, en réalité, l'État, c'est l'État qui est plus puissant que tout le monde. C'est ça. Mais il se fait que la plupart des États africains sont des États en construction. Vous voyez, il faut toujours continuer à travailler pour avoir des institutions fortes. La preuve, un individu prend le pouvoir et il domine toutes les institutions de la République. Quand vous avez de ces États où un seul individu, parce qu'il est chef de l'État, peut dominer toutes les institutions de la République, y compris les institutions de contre-pouvoir,
qu'est-ce que vous voulez? Et donc, les multinationales vont finir toujours à être puissantes. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, et je remercie et bon, je félicite et nos gouvernants et les gouvernants africains qui font l'effort de faire face aux questions de fraude fiscale, d'évasion fiscale, de flux qui sortent du continent et tout, ou qui quand même arrivent à montrer la bonne démarche, la droite ligne aux multinationales pour leur dire il y a des tests dans la République. Et parce que les multinationales sont fortes, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se réfugier derrière les tests et pour leur dire qu'elles sont obligées de se conformer aux tests de la République. Il n'y a pas de demi-mesure, MTN Move et tout ce qu'on veut. Vous êtes des multinationales super puissantes, on convient, mais vous avez l'obligation de vous conformer aux tests de la République. Et c'est ce que l'État béninois a fait en allant à cette rencontre, en leur disant que vous devez vous conformer aux tests de la République. Vous avez, c'est vrai, vous êtes fort et tout, mais ici, c'est l'État qui est fort et l'État veille à la satisfaction de l'intérêt général. Et donc, c'est l'intérêt des citoyens béninois qui préoccupe l'État et ceux qui nous gouvernent. Et donc, ils ont l'obligation de dire aux multinationales qu'elles doivent s'y conformer. Elles doivent se conformer aux tests de la République et c'est ce qui doit être fait. Vous vous demandez pourquoi est-ce que les tests ne sont pas respectés. Mais, sans parler même du domaine de la consommation, pourquoi est-ce que les tests que nous avons, naturellement, ne sont pas respectés? C'est parce qu'il est de la nature des humains de vouloir enfreindre les tests. C'est naturel. C'est naturel quand les hommes ne sont pas contrôlés, ils ont cet instinct de vouloir enfreindre aux règles de la République. C'est ce qui fait que dans le monde des affaires, qui malheureusement ou heureusement, selon le côté où on se retrouve, si je disais malheureusement, on me dira que parce que je ne suis pas capitaliste. Et donc, si vous êtes homme d'affaires, donc, quand vous êtes dans le milieu des affaires, ce qui les intéresse, c'est la recherche du profit. Et donc, comment faire pour contourner les tests? Comment faire pour échapper à l'administration fiscale? Comment faire pour ne pas respecter les dispositions des engagements des conventions? C'est ce qui intéresse généralement les grosses boîtes. C'est pour cela que nous parlons d'évasion fiscale, de fraude fiscale et tout ce qu'on veut. Parce que les gens savent, et pour contourner les tests, il faut les avoir bien maîtrisés. Et les grosses boîtes, et c'est pour cela qu'elle disait que je ne veux pas penser que leur service juridique n'a pas assez d'éléments. Non. Ceux qui travaillent avec les grosses boîtes ne sont pas des gens inexpérimentés ou des gens qui ont des niveaux sous-sol. C'est des gens d'un certain niveau qui leur permettent de penser. Et penser, ça dit penser avec penser, réfléchir sur les options et au même moment penser comme on pense une plaie. Vous voyez, guérir les situations qui pourraient les mettre dans le pétrin. Et donc, c'est ce qui fait que, avec les multinationales, nos États, les États africains, ont intérêt à être vigilants. Et nos États le savent. Ils ont intérêt à les amener sur le terrain pour qu'ils puissent quand même respecter. Et je vous ai dit, c'est parce que, je rentre dans l'esprit du législateur de 2007, pour dire, c'est parce que l'on a compris que celui qui est dans la situation de vendeur, de grosses boîtes, de multinationales, de sociétés ou d'entreprises, est le plus fort sur le marché, qu'on a pris une loi portant protection des consommateurs en République du Bénin. C'est-à-dire protection des consommateurs en République du Bénin. Vous allez vous demander, mais pourquoi on protège les consommateurs, pourquoi on ne protège pas les vendeurs? Eux aussi, ils sont protégés d'une certaine façon par d'autres tests. Mais de façon spécifique, sachant que, aujourd'hui, je vous donne un exemple, lorsque MTN, c'est MTN qui a fait ses prélèvements il y a à peine 2 ans ou 1 an, pour dire on a envoyé de l'argent indûment aux gens, mais vous allez grogner et puis, bon, voilà, il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Imaginez un instant que ce qui s'est passé avec la taille de 5% et que l'État béninois n'a pas agi. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, on serait en train de nous appliquer 5% jusqu'à 10 ans, 20 ans, et cela resterait ainsi. Imaginez sur des millions d'abonnés que MTN a. Faites le calcul. C'est des milliards, eux, ils engrangent pendant que nous autres, ils continuent de nous appauvrir. Et c'est là que je vais revenir sur la situation des associations de consommateurs. Je pense que la société civile, et donc dans sa branche d'associations de consommateurs surtout, a eu quand même à monter également au créneau pour désapprouver cette mesure que l'opérateur de téléphonie mobile était en train de prendre.
Mais là également, je voudrais être objectif et ne pas rester dans la théorie. Quel pouvoir, en tant qu'organisation, l'on a dans le pays depuis quelques années? Vous voyez des organisations qui sont dans la dénonciation. Et encore que c'est certaines organisations qui sont dans la dénonciation, c'est certaines organisations. Donc il y en a qui sont plus dans le plaidoyer. Donc qui vont discuter, faire comprendre à l'autorité le bien fondé de leur déception par rapport à un certain nombre de points ou bien le bien fondé de ce qu'ils sont en train de conduire comme politique et tout. Et donc, lorsque vous avez des organisations qui discutent avec l'autorité, qui sont dans la dénonciation et qui ne sont jamais écoutées, alors que nous savons que les acteurs de la société civile, les organisations de la société civile, en réalité, tout comme les syndicats et donc les partenaires sociaux, sont des partenaires de l'État. C'est-à-dire, ils ne sont pas des ennemis de l'État. On n'a pas à les cataloguer dans le camp des opposants, encore que les opposants également, en tout cas a priori, ne sont pas des ennemis de l'État. Il faut l'opposition pour faire vivre la démocratie. Et que les autorités se permettent, peut-être par mauvaise compréhension du rôle des organisations de la société civile et donc des organisations de défense des consommateurs, se permettent de les prendre comme peut-être des troubles de l'ordre public, des opposants, ou carrément, je ne sais pas, ou des gens qu'on livre à la vindicte numérique, comme on le constate sur les réseaux sociaux un peu partout. Et donc, quand vous faites l'analyse, vous vous demandez finalement, vous-même, si vous devez même critiquer les organisations de défense des droits des consommateurs, et objectivement, vous allez vous demander, vous les avez critiqués, mais proposez-nous la solution. Vous leur demandez de faire quoi? Parce que l'action, c'est du côté du politique. Alors que les contributions, les dénonciations, les plaidoyers sont du côté des organisations de la société civile. Mais les organisations de la société civile ne peuvent pas prendre les décisions. Vous avez vu, quand il a été question d'aller discuter avec les sociétés, les multinationales en question, mais c'est le gouvernement, à travers ses ministres, qui ont été, qui ont discuté et qui ont fait changer d'avis, parce que là, c'est l'État qui parle. Et c'est l'État qui est tout puissant, plus que tout le monde. Imaginez si c'était les organisations de la société civile. Oui, elles peuvent le faire également, aller discuter avec les responsables de ces sociétés, donc MTN et Move et bien d'autres. Et oui, et puis ils vont dire, si les responsables veulent, ils vont vous recevoir. Mais s'ils ne veulent pas, ils ne sont pas obligés de vous recevoir en tant qu'organisation. Donc s'ils veulent, ils vont vous recevoir. S'ils ne veulent pas, ils ne vont pas vous recevoir. Et s'ils veulent, ils vont donner suite à vos doléances. Et s'ils veulent, ils vont les jeter à côté et continuer à maximiser le profit. Mais lorsqu'il s'est agi des ministres, ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est l'État qui parle. Oh, vous savez, en droit public et précisément en droit administratif, on parle de la toute-puissance de l'État. La toute-puissance de l'État. C'est vrai, vous êtes des multinationales. Mais peut-être qu'effectivement, en soudine, en coulisses, comme on sait, vous êtes puissant parce que vous avez vos réseaux. Ça, c'est vrai, c'est tout un réseau. Mais vous ne pouvez pas être plus fort qu'un État. Alors, dans le contexte actuel, voulez-vous dire que les acteurs de la société civile n'ont pas les coudées franches pour mener à bon port la mission qui leur revient? Je pense que si je devais tirer cette conclusion, elle serait trop hâtive, n'est-ce pas? Non, je pense que les acteurs de la société civile ont toujours les coudées franches. Et puis, vous voyez, ils ont les coudées franches, ils ont la main, ils continuent de faire ce qu'ils veulent faire. Mais ce que j'essaie d'expliquer à ceux qui nous suivent, c'est qu'il ne faut pas faire une analyse sans tenir compte du contexte. On a vu la société civile sous l'ancien président Boni Yayi et avant. On a vu même dans ce pays, on est allé jusqu'à avoir un ministère de la société civile. Et cela a montré l'attachement de notre État à l'existence de la société civile en tant que partenaire aux côtés du pouvoir pour la réalisation des missions d'intérêt général. Mais après, les choses se sont effritées. On a vu chaque fois, il faut gazer. On a vu sous le président Boni Yayi, par exemple, il faut gazer les gens, il faut les matraquer, il faut les jeter de l'autre côté en prison et tout. Et quand le président Patrice Talon est venu, mais la situation s'est exacerbée.
Et donc, finalement, c'est devenu carrément autre chose. On a essayé de phagocyter ce qui existe et ceux qui sont là continuent malgré tout de tenir le coup. Il faut féliciter les organisations de la société civile qui, malgré le contexte, malgré le climat, malgré les menaces, les craintes qu'ils reçoivent tous les jours. Parce que, en fait, les gens, ils voient les gens à la télé ou bien ils voient les gens sortir des déclarations et faire des plaidoyers sortis. Mais au fond, ils ne savent pas ce que vivent chaque ONG ou chaque responsable d'ONG ou chaque défenseur des droits des consommateurs ou des droits de l'homme ou des droits de ci ou de cela. C'est de cela qu'il est question. Donc, moi, tout ce que je sais, je continue de les féliciter et je sais que les acteurs de la société civile, les organisations de la société civile ont les coups de franche et continuent de tenir. Donc, si ils ne continuaient pas de tenir, je ne pense pas que nous serions à ce niveau-là aujourd'hui. Peut-être on a parlé de 5%, peut-être qu'on aurait on serait déjà passé à une taxe de 20%, peut-être qu'on serait déjà passé à une autre taxe qu'on aurait créée. Mais je voudrais faire remarquer une chose. Il ne faut pas être naïf. Dans ce pays, malheureusement, les gens ont l'habitude de nous habituer à des ballons d'essai. Je ne voudrais pas croire que ce qui s'est passé, je ne voudrais pas croire que ce qui s'est passé est une entente entre ceux qui nous gouvernent et ces multinationales. Je ne voudrais pas croire. Cela se susurre et se dit dans l'opinion, c'est ce qu'on lit. Je le lis, mais je n'y crois pas. Je lis que c'est parce que le gouvernement, en réalité, a donné la main à ces multinationales de le faire qu'elles l'ont fait. Et que si l'exécutif ne l'avait pas permis, ne l'avait pas autorisé, ces multinationales ne l'auraient pas fait. Et que c'est parce qu'il y a eu la grogne et qu'on a compris que là où va la situation, ça peut dégénérer, qu'on est venu jouer le sapeur-pompier pour dire désormais... Donc c'est ce qui se dit. C'est des supputations. C'est des supputations, c'est des suppositions. Et moi, de ma position, je ne crois pas aux supputations, aux suppositions. Mais je dis, puisqu'on nous a habitués à des ballons d'essai, et que finalement les rumeurs deviennent des réalités, je voudrais profiter de votre plateau et dire que je ne voudrais pas croire. Et je ne pense même pas que ceux qui nous gouvernent donneront raison à cette opinion qui se dit un peu partout sur les réseaux sociaux et dans les rues. Ça se dit dans les rues et dans nos quartiers. Et donc je voudrais croire que ce qui s'est passé, c'est une mauvaise appréciation des dispositions de nos lois par MTN et Move, ou je ne sais quel opérateur GSM encore. Je voudrais croire que ce qui s'est passé n'est pas une initiative. Il n'y a eu que MTN pour l'instant, d'accord? Donc, je voudrais croire que ce qui s'est passé n'est pas une initiative cachée de notre État, de nos gouvernants. Et je voudrais croire que dans les jours, semaines, mois, années à venir, nous n'allons pas revoir cette même situation de 5% qu'on va nous appliquer directement. Et je ne voudrais pas aussi croire à l'opinion qui dit que c'est parce qu'il y a les législatives en vue en janvier 2023 qu'on s'est précipité pour plaire à la population et donc à la masse électorale. Quand vous parlez de la population, la masse électorale, alors ça n'a pas de responsabilité. La part de responsabilité, vous savez, la démocratie a également ses faiblesses. La démocratie a ses faiblesses parce qu'on a dit que la démocratie n'est peut-être pas le meilleur des systèmes, mais c'est le meilleur des systèmes que l'on a pu étudier jusque-là. La démocratie a ses faiblesses en ce sens que la démocratie, surtout dite représentative, et donc celle que nous avons, fait qu'une fois que vous élisez vos représentants, le président de la République, il vient, les textes sont clairs, il a les pleins pouvoirs, il nomme qui il veut, où il veut, comme il veut. Et c'est ce à quoi nous assistons. Il nomme qui il veut, où il veut, comme il veut. Et donc, ça peut être de ses amis d'hier, de ses amis qui l'applaudissent, et les opposants, ou bien toi qui viens bavarder sur le plateau, tu n'es pas dedans parce que tu n'es pas béni. Bon, on ne sait pas. Donc, il nomme qui il veut. Ça, c'est les textes qui le disent. Lorsque vous élisez vos représentants à l'Assemblée nationale, ils ont un mandat de 4 ans. Et eux aussi vont s'asseoir là-bas et ils font ce que les têtes de la République leur demandent de faire. C'est quoi? Ils sont dans votre nom. Vote. Oui, en notre nom, bien sûr. C'est ce que je dis. Je suis en train de parler, donc j'explique la démocratie pour vous revenir à ce que vous dites, la part des citoyens, donc de la population. Et donc, vous allez voir. Ça fait qu'ils vont là-bas, ils légifèrent, ils prennent des lois. Et au finish, puisque vous avez déjà donné vos pouvoirs, vous restez là
vous attendez encore 5 ans avant de pouvoir décider. Et donc, la part de responsabilité de la population, c'est que désormais, il faut que la population prenne le temps de ne plus faire des votes sur émotion, sur coup de tête. Il faut que la population prenne le temps de savoir que ceux qu'on envoie là-bas sont des gens qui ont vécu dans la plèbe. C'est-à-dire au bas niveau avec vous et non des gens de l'aristocratie. Parce que les gens qui appartiennent à une classe élevée, des gens aisés, sont généralement hautains. Ils ne conçoivent pas qu'une question de 5% puisse nécessiter un plateau de télévision, par exemple, et de débat. Vous voyez, ils ne conçoivent pas qu'une question de difficulté à recharger son compte de la SBE à la maison puisse vous amener à faire un post sur Internet, ou bien à publier, ou bien à crier, ou bien même, ils ne conçoivent pas que le fait d'avoir des difficultés à joindre les deux bouts, ou bien le fait d'avoir des difficultés à payer son loyer, puisse vous amener, par exemple, à vous suicider, à vous pendre et autres. Et ils ne le conçoivent pas. Seuls ceux qui sont avec eux dans la plèbe et qui ont vécu avec eux, qui ont fait réellement leur parcours, qui n'ont pas fait des luttes qui ont été téléguidées ou payées par certains, peuvent comprendre les réalités de la population. Alors moi, j'invite la population dorénavant à comprendre. Et je voudrais dire une chose. La population a également le droit d'utiliser les outils de la République. Il faut faire des pétitions. Il faut saisir l'Assemblée nationale pour leur demander, eux, que vous êtes assis là-bas, parce qu'on vous a envoyé là-bas pour nous représenter. Mais puisque vous êtes dans le pays et que vous n'avez pas vu que MTN est en train de nous appliquer 5% et que vous n'avez pas vu qu'il y a mauvaise connexion au niveau de MTN, de Move et de toutes les autres, je ne sais pas, sociétés qui interviennent dans les questions de télécommunication, et que vous êtes là-bas et que vous ne savez pas que la loi portant usage du bail et habitation domestique doit être, je dirais, désormais effective, et que vous ne savez pas que vos populations sont en train de souffrir, alors nous faisons une pétition pour vous demander, vous, de saisir le gouvernement. Tout au moins, nous voulons vous aider, c'est-à-dire en apportant l'information vers vous, pour que vous, à votre tour maintenant, vous saisissez le gouvernement. Et là, nous allons prier pour que ces députés-là puissent le faire à leur tour. Nous allons prier également que les populations commencent par saisir les juridictions de la République, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas de dire que la Cour constitutionnelle est dirigée par l'ancien ministre, l'ancien avocat de ci ou bien qui est proche. C'est vrai qu'on ne... Bon, c'est difficile de gagner devant la Cour constitutionnelle, mais il faut continuer de saisir la Cour constitutionnelle. L'histoire retiendra que tel homme dans tel village, étant insatisfait des prestations de tel opérateur de téléphonie mobile ou bien de la cherté de la vie, a saisi le juge constitutionnel pour dire ceci, et que le juge constitutionnel, et donc la Cour constitutionnelle, composée de monsieur si, madame si, à l'époque, a dit non, vous n'avez pas raison. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est que ceux qui nous gouvernent puissent véritablement prendre la mesure de la chose. Que ceux qui nous gouvernent comprennent que dans notre état désormais, il est difficile de vivre, il est difficile de joindre les deux bouts, il est difficile pour des pères et mères de famille de pouvoir répondre à un minimum de vie, alors qu'il appartient à l'État de jouer pleinement son rôle pour que chacun de nous puisse se retrouver sur le même pied d'égalité, et que ce ne soit pas seulement ceux-là qui sont promis à des postes politiques et qui sont payés aux frais du contribuable qui puissent seulement jouer et joindre les bons bouts. Et donc, c'est ce que moi j'avais demandé, et aussi dit aux opérateurs de téléphonie mobile de continuer à respecter les consommateurs. Merci à vous, Monsieur Landry Adelakun. Ce fut un plaisir de vous avoir eu à nos côtés chez Tous. On va s'en arrêter là. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.